Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio dans l'émission La planète demain, dans laquelle je donne la parole aux acteurs de l'écologie positive et surtout raisonnée. Dans la seconde partie de notre émission, nous aurons le plaisir de recevoir Virgile Arène, CEO de Load Stations, porteur d'une solution complète de bornes de recharge pour véhicules électriques. Mais pour l'heure, nous avons le plaisir d'accueillir Julien Delcroix, cofondateur et président de Green for Cloud, qui propose des serveurs éco-responsables pour un numérique décarboné. Bonjour Julien. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Vous développez donc des solutions cloud souveraines et écologiques grâce à des serveurs éco-conçus, une énergie verte et un programme de recherche et développement ambitieux pour récupérer la chaleur fatale. Cette start-up que vous dirigez a été sélectionnée, ou présidée plutôt, et a été sélectionnée pour faire partie des 100 start-up dans lesquelles il est bon d'investir en 2025, selon le magazine Challenge. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer Green for Cloud? Eh bien, c'est surtout un constat. On se rend compte aujourd'hui de la croissance exponentielle du numérique et du digital. Et ceci dit, ça se met en opposition avec l'urgence climatique. On a voulu concilier donc les deux. La croissance donc exponentielle des usages du numérique, tels que la messagerie électronique, tout ce qui est sauvegarde, l'usage du cloud et bien évidemment donc avènement de l'intelligence artificielle. Et à ceci, on s'est dit, eh bien, comment créer un cloud sur lequel pourraient reposer toutes ces nouvelles applications et ces usages en essayant de prendre le moins possible à la planète. Et donc, on a conçu un cloud qui se veut être décentralisé et qui sera donc demain un cloud à énergie positive. Alors, quelles sont les valeurs fondamentales qui guident votre activité chez Green for Cloud ? Alors justement, on cherche à être un acteur de proximité, être présent dans les territoires. C'est très important pour nous. Avant tout, nous sommes également un acteur donc éco-responsable, c'est-à-dire que nous faisons tout pour faire plus ou autant que les autres fournisseurs de cloud, mais avec moins, c'est-à-dire avec de la sobriété. Alors vous avez sans doute des challenges dans votre entreprise. Quels sont-ils ? Enfin, quels sont les principaux challenges du moment ? Alors les challenges, c'est de vulgariser le plus possible notre activité pour justement parler au plus grand nombre. Donc nous, nos clients sont les entreprises et les collectivités, hein, pas de particuliers. Les gros challenges, c'est également donc d'attirer des talents, puisque pour concevoir une architecture technique telle que la nôtre, il nous faut donc avoir des gens qui sont très compétents en informatique et également sur la partie énergétique. Et en quoi êtes-vous différent des autres clouds ? Alors on se différencie par rapport aux acteurs de cloud plus traditionnels qui concentrent tout dans des très gros data centers. Eh bien nous, on a décidé d'avoir une approche qui est décentralisée, c'est-à-dire qu'on va distribuer nos puissances de calcul et de stockage sur des centaines, voire milliers de micro-data centers à terme. Et en plus, ces data centers-là ont été réfléchis pour être autonomes en énergie, avec 100% d'énergie renouvelable. Et donc ça nous permettra en plus donc d'atteindre le plus possible une sobriété du numérique, là où on a pensé, nous, notre cloud pour qu'il soit éco-conçu, donc éco-responsabilité par design, nos confrères tentent de reverdir leur approche du cloud. Et vous avez des certifications qui prouvent votre engagement envers l'environnement et en quoi êtes-vous éco-responsable finalement ? Alors effectivement, on est en train de se labelliser numérique responsable. C'est justement pour marquer notre ambition forte avec du process, mais également avec de la mesure de l'empreinte environnementale qui est consécutive à l'utilisation de notre cloud. Vous avez sans doute concilié performance numérique et sobriété environnementale à vous entendre dès le départ, j'imagine. Mais comment avez-vous fait pour y arriver ? Alors c'est vraiment la somme de plusieurs actions. Tout d'abord, on utilise majoritairement du matériel reconditionné. À peu près 90% de notre matériel, c'est du reconditionné. Les 10% restants, c'est pour garantir l'intégrité de la donnée avec l'achat de disques durs neufs pour nos centres de données. Deuxièmement, on n'artificialise aucun sol, c'est-à-dire qu'on va s'implanter dans des bâtiments existants. Ça peut être des EHPAD, des écoles, des piscines ou encore des hôtels. Troisièmement, on fait un travail de fond sur de la recherche et du développement avec l'école des mines d'Alès sur la revalorisation de la chaleur fatale et donc tout ce qui est procédé
pour améliorer l'efficacité énergétique de nos data centers. Alors justement, les data centers, où sont-ils localisés ? Alors pour l'instant, ils sont localisés en Occitanie, dans le Gard et l'Hérault. Le but étant qu'on s'inscrive dans tous les territoires et donc petit à petit, on va faire ce qu'on appelle la technique de l'escargot, c'est qu'on va grossir département par département. On va commencer à s'étendre sur l'Occitanie un petit peu plus. On va ensuite aller en Nouvelle-Aquitaine, puis Auvergne-Rhône-Alpes. Pourquoi ce choix de localisation en Occitanie pour commencer ? Parce qu'on est de là-bas et donc on aime rendre au territoire ce qu'il nous a donné. En l'occurrence, l'Occitanie est un terrain de jeu parfait pour tester les solutions d'autoconsommation avec du photovoltaïque. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, notamment donc, sur l'agglomération d'Alès. Et quelle est votre position face aux pratiques des géants du cloud comme AWS, Google Cloud ou Microsoft Azure ? Tout d'abord, on n'a pas la même typologie de clients. On est plutôt, nous, sur des entreprises qui souhaitent être accompagnées par des acteurs locaux. Et donc, on privilégie, nous, du circuit court de la donnée. On est sur des gens, des experts qui vont aller chez les clients, là où un AWS ne se déplace pas chez ses clients. Associé à cela, on va se différencier notamment par cette architecture qui a été pensée donc, pour être sobre, là où les AWS pensent plutôt surallocation de ressources et extension de leur catalogue de services. Nous, on fournit des services qui répondent à des usages très clairs et très simples de chefs d'entreprise pour diminuer leur consommation, pour adapter l'informatique à leurs usages du quotidien et augmenter leur productivité. Alors, vous parliez des données. Alors justement, comment garantissez-vous la sécurité de ces données tout en respectant les principes de sobriété numérique ? Alors effectivement, on se conforme au règlement, par exemple au RGPD, pour s'assurer que les données restent bien donc sur le territoire. Nous n'avons aucun investisseur qui est issu donc de pays étrangers aujourd'hui, ce qui nous garantit de ne pas avoir à être soumis à des règlements comme le Cloud Act ou le Patriot Act, ce qui fait que les données, quand elles sont chez nous, elles sont bien en France, dans un cloud qui est souverain. Et en plus, on n'a rien à envier à des solutions donc, étrangères en termes de sécurité et de performance, puisque chez nous, ce n'est pas parce qu'il y a de la sobriété et de la souveraineté que l'on tire un trait sur la performance et la sécurité. Vous envisagez d'obtenir une certification européenne comme hébergeur de données, notamment dans la santé ? Alors oui, le premier step, c'est en fin d'année de lancer la certification ISO 27001, qui est le socle pour ensuite passer à hébergeur agréé données de santé. C'est effectivement, ça fait partie de notre roadmap. L'idéal serait également donc d'obtenir la qualification Secnum Cloud, sur laquelle donc nous sommes en train de travailler et dont l'ISO 27001 est la première brique. Et comment évitez-vous le greenwashing dans votre communication ? Eh bien, on s'attache à dire ce que l'on va vraiment faire. Et si on peut éviter d'ailleurs de dire tant que l'on n'a pas fait, c'est la meilleure des choses à faire pour éviter donc du greenwashing. Et justement, votre définition d'un numérique sobre et utile, c'est quoi ? Alors un numérique sobre et utile, c'est un numérique où justement on ne pousse pas à la surconsommation, mais plutôt à utiliser le numérique pour que ça rende des entreprises du monde réel plus productives, plus sobre, et qui ne prennent pas plus à la planète que ce qu'elle peut donner. Et selon vous, le cloud peut être écologique ou seulement moins polluant ? Il sera jamais neutre. Dès lors que vous utilisez des composants électroniques et informatiques, vous ne pouvez pas garantir que vous avez un cloud qui deviendra totalement neutre. Par contre, il peut devenir plus responsable. Et ça passe par une approche où justement on peut limiter l'impact du numérique avec des data centers qui sont pensés pour des usages qui apportent de la valeur aux chefs d'entreprise, par exemple, et également par des data centers qui, comme ceux que l'on va proposer, seront autonomes en énergie avec 100% d'énergie renouvelable. Alors, l'essor de l'intelligence artificielle générative a provoqué une explosion des besoins en calcul. Quel est votre regard sur ce phénomène ? Il ne faut pas aller contre l'IA. Il faut donc bien évidemment l'étudier. Ceci dit, l'IA à titre d'usage récréatif, je pense qu'aujourd'hui, il y a certains abus et on ne veut pas aller dans ce genre d'abus-là.
Nous, notre vision assez pragmatique, c'est comment utiliser l'IA pour qu'elle optimise et qu'elle rende encore plus productives des entreprises, des collectivités, et également pour réduire leurs coûts, quitte à travailler justement sur l'optimisation de leur processus avec de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous envisagez d'ouvrir vos outils ou votre savoir-faire à la communauté dans une logique de transparence pour que chaque organisation puisse avoir son propre cloud vert ? Alors c'est une question intéressante et on a une philosophie très orientée open source. C'est-à-dire que la plupart des applications que l'on installe dans notre architecture cloud sont open source. Si elles ne le sont pas, elles seront soit françaises, soit européennes. C'est ce que l'on cherche à faire. Et effectivement, on est dans une économie de partage. Tout ce que l'on peut partager, on le fera, mais sans mettre à mal la sécurité de notre cloud, puisque c'est bien évidemment la brique essentielle de nos solutions. Et à quoi ressemblerait un numérique vraiment soutenable selon vous dans 10 ans ? Je dirais que ce sera un numérique qui s'appuiera justement sur des architectures qui sont résilientes à toute panne en termes d'énergie, en termes de connectivité et qui fournissent le juste besoin en ressources informatiques pour le bon usage, c'est-à-dire ne pas fournir plus que ce dont nous avons juste besoin. Merci infiniment, cher Julien Delcroix, cofondateur et président de Green for Cloud, qui propose des serveurs éco-responsables pour un numérique décarboné. On se retrouve sur Sud Radio, La Planète Demain, dans quelques instants, avec Thibaut, notre French Trotter, pour un nouveau reportage en immersion. A tout de suite sur Sud Radio. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debien. Nous voici de retour sur Sud Radio, La Planète Demain, avec Thibaut, notre French Trotter préféré, qui aujourd'hui est arrivé dans les studios, mais surtout au studio sur un tout nouveau vélo, mais qui semble avoir déjà bien vécu, bien roulé. N'est-ce pas, Thibaut ? Bien vu, Christophe, ce vélo a eu effectivement plusieurs vies. Je l'ai trouvé lors d'une bourse au vélo qui s'est tenue il y a quelques temps à Paris, dans le 10e arrondissement. Et ça m'a donné envie d'en savoir plus sur ce type d'événement, de plus en plus fréquent, à Paris comme en province d'ailleurs. On y croise à la fois des passionnés de la petite reine, des adeptes de l'écomobilité, des convaincus de l'économie circulaire, ou tout simplement des gens à la recherche d'une bonne affaire. Et dans tous les cas, ça fait du bien à la planète. Pour mieux comprendre le fonctionnement de cette bourse au vélo, j'ai d'abord tendu mon micro à Patrick, de l'association Mieux se déplacer à bicyclette, qui faisait partie des organisateurs. Bon, les bourses au vélo, on en pratique depuis les années 2000. Ça permet de remettre en circulation des vélos qui ne servent pas. Et ça permet d'offrir à de nouveaux cyclistes ou des cyclistes quotidiens un vélo supplémentaire à bas coût. Alors j'interroge maintenant Bastien, qui fait partie de l'équipe, qui a révisé ces vélos. Alors dans quel état vous les avez trouvés ? Globalement plutôt bien. On n'a pas eu de gros soucis. La plupart du temps, c'est des petits problèmes d'embouts de câbles qui sont mal mis, de roues mal serrées. Mais l'état des vélos à Paris est assez correct, voilà. Étonnamment sur une vente comme ça. Est-ce que c'est un engagement pour vous, participer à une journée comme celle-ci ? Oui, c'est vraiment intéressant parce que j'aime ça. Moi, c'est pas du tout mon métier au quotidien et ça me change complètement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment agréable. Et puis, je suis super content de voir là, si on a 70 vélos qui repartent dans la nature, qui dormaient dans des caves, qui dormaient dans des endroits où ils ne pouvaient plus servir et en fait, la plupart du temps, tous ces vélos n'ont pas besoin d'une grosse opération de maintenance. C'est principalement une révision, vérifier que tout va bien, changer un câble, changer deux câbles, resserrer 2-3 trucs et après ils repartent et ils peuvent durer 20 ans. Là on a derrière nous un vélo Peugeot qui date des années 70, il peut durer 50 ans. Il faut juste bien l'entretenir et là il passe une fois entre nos mains et après il repart pour 20 ans. Vous avez une sensibilité pour l'environnement ? Plutôt. Ça s'entend. Après, j'avoue que c'est aussi un peu une déviance d'avoir trop de vélos parce que j'en achète plein pour moi. Voilà. Donc, mais oui, voilà. Moi aussi, j'en vends aujourd'hui que j'ai réparé moi-même. Mais oui, l'idée d'avoir des gens qui circulent en vélo et qui ont l'opportunité de rouler sur des vélos d'occasion, parce qu'il y en a plein. En fait, en France, on a produit une quantité monumentale de vélos qui sont de très bonne qualité et qui valent largement les vélos modernes. Et voilà, qu'il faut juste remettre en état et refaire partir. Trouver le bon vélo aussi. Voilà, tout à fait. Mais voilà, l'occasion. Et surtout, là, on voit, il y a beaucoup de vélos enfants. Et ça, c'est super parce que les vélos enfants, c'est vraiment, on va être pas inconsommable, mais c'est quelque chose qui dure 2 ans. Et au bout de 2 ans, les enfants ont grandi, ils peuvent plus l'utiliser. Donc autant qu'ils repartent dans le circuit.
On sent le passionné. Écoutez, merci beaucoup Bastien. Bonne journée. Merci. Et là, je rencontre Charlotte qui repart avec un beau VTC noir. Alors Charlotte, qu'est-ce qui a motivé cet achat d'occasion plutôt que neuf? Déjà le prix, forcément. Le prix et puis aussi je recherche en général la seconde main pour mes achats. Donc moi, c'est-à-dire que j'avais déjà acheté un vélo de seconde main mais qui était un peu trop petit pour moi. J'avais des problèmes de genoux. Donc voilà, là j'ai cherché une bourse au vélo parce que c'est un concept que je connais et qui me plaît plutôt que d'aller vers du neuf. Et j'en suis très satisfaite. Après, il y a de la manutention, mais les vélos, si on en prend soin, ils peuvent aller longtemps. Et vous avez conscience, c'est important pour vous de faire ce geste pour l'environnement? Oui, c'est vrai, pour l'environnement. Aussi, honnêtement, j'aurais pas acheté un vélo à 400 € neuf. Donc oui, pour l'environnement. Vous circulez beaucoup à vélo? Oui, beaucoup. Pour aller au travail, je fais minimum 20 km par jour. Là aussi, c'est un choix? Oui, là pour le coup, là c'est plutôt au niveau environnemental et au niveau plaisir aussi. C'est vrai que j'aime beaucoup faire du vélo, mais oui, au niveau environnemental quand même qui prime. Très bien, merci beaucoup Charlotte. Merci à vous. Et bonne balade à vélo. Merci. Merci Thibaut et bravo de faire rimer mobilité douce et économie circulaire. On vous retrouve dimanche prochain, même heure, mêmes ondes. Nous sommes maintenant de retour dans les studios de Sud Radio pour l'émission La Planète Demain, dans laquelle nous accueillons maintenant Virgile Arène, président de Load Stations, porteur d'une solution complète de bornes de recharge pour véhicules électriques. Bonjour Virgile. Bonjour. Alors, quand et pourquoi avez-vous fondé Load Stations ? Alors nous avons fondé Load Station en 2022, donc sur une idée de rendre plus accessible la mobilité électrique à l'ensemble des entreprises, leur facilitant de la recharge à domicile, à l'extérieur ou en entreprise de manière simple et efficace. Alors, quelles sont vos cibles finalement, cibles principales bien sûr aujourd'hui au niveau commercial ? Alors nous avons démarré tout d'abord par des offres destinées aux flottes automobiles, donc aux gestionnaires de flotte dans les entreprises. Puis après nous avons diversifié et puis maintenant nous adressons également les bailleurs sociaux, puisque nous travaillons également avec 3F, et également aussi tous les réseaux publics en France, donc qui sont souvent régis par des syndicats d'énergie départementaux, mais également aussi hôtels, centres commerciaux, tout ce qui a besoin aujourd'hui de bornes de recharge pour recharger les véhicules en toute sécurité. Alors, quel est votre modèle économique singulier ? Notre modèle économique, il est essentiellement de faire économiser ou de faire gagner de l'argent à nos clients. Et notre modèle, du coup, il est basé sur de la licence permettant un accès à notre applicatif de gestion et supervision de bornes, mais aussi donc bien sûr de la rétribution en pourcentage des recharges monétisées grâce à notre supervision. Alors, j'ai vu que vous aviez une croissance relativement rapide. Comment expliquez-vous cette rapidité d'évolution ? Effectivement, on a une croissance, nous avons fait x10 cette année, l'année dernière par rapport à 2023. Cette année, nous comptons faire x4 à x5, uniquement avec les clients que nous avons déjà obtenus depuis le début de l'année. On a eu cette chance d'avoir une solution très innovante et qui a plu tout de suite à des grands comptes, et notamment à des opérateurs ou des grands installateurs de renom, et également des concessionnaires ou des bailleurs sociaux. Alors je suppose qu'une entreprise comme la vôtre va chercher du financement, évidemment, pour vivre et notamment pour se développer. Où est-ce que vous en êtes, vous, du côté financement ? Alors nous sommes en train de boucler notre levée de fonds. On a levé un peu plus de 2 millions d'euros. Sur les 2 millions d'euros, principalement issus de business angel et de fonds d'investissement. Alors, fonds d'investissement, quand vous adressez à des fonds d'investissement, quels sont-ils ? Enfin, ce sont des fonds français ou des fonds qui viennent de partout du monde entier ? Non, essentiellement des fonds français. Ouais. On est avant tout une entreprise française. Tout notre personnel est en France, notre développement, notre donnée est hébergée également et souveraine en France. Et donc nos fonds le sont également. Vous êtes dans le sud de la France. Dans quelle ville ? Effectivement, nous sommes à Nîmes. À Nîmes. Donc, comme notre précédente invitée, vous avez les mêmes localités. Nous sommes vraiment pas loin. Vous êtes voisins. Vous ne le saviez pas, je suis sûr. On le savait. Ah, d'accord. Pourquoi avez-vous choisi de vous implanter à Nîmes ? Le monde est petit à Nîmes. Mais Nîmes a un beau bassin d'emploi, notamment avec Montpellier à proximité. Oui. Et puis, une région qui est plutôt destinée et qui est avantageuse pour tous les développements de la mobilité électrique, avec une région très active en ce sens. Et vous avez des objectifs pour 2025-2026, quels sont-ils ?
Bien sûr, donc 2025, c'est d'établir notre chiffre d'affaires et réussir à faire tout ce qu'on doit faire, puisqu'on a à satisfaire énormément de clients. Nous sommes structurés pour ça, c'est pour ça que nous avons fait cette levée de fonds. Et puis l'avenir sera d'avoir encore plus de bornes de recharge publiques. Aujourd'hui, il y a environ 200 000 bornes de recharge publiques en France. L'objectif, c'est d'arriver à 2 millions en 2030. Donc, il faut qu'on soit un des acteurs principaux de cet écosystème des recharges. Alors justement, dans cet écosystème, il y a un certain nombre d'entreprises qui existent déjà. J'en ai d'ailleurs reçu tout au long de cette saison. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez de temps en temps sur le marché ? Alors, au tout démarrage, nous avons rencontré, bien sûr, la difficulté de l'adoption de la mobilité électrique par les entreprises. Aujourd'hui, c'est plus le cas. La loi LOM est très favorable. Les gens commencent à avoir l'habitude de rouler en électrique et voient les avantages que ça insinue. Et puis, l'avenir, c'est surtout de trouver du personnel compétent dans ce domaine-là très particulier, très pointu. Et bien sûr, de s'attaquer après au marché européen. Alors vous avez sans doute structuré une équipe. Comment est-elle structurée, cette équipe ? Nous sommes déjà une quinzaine de personnes, 15 salariés, et nous recrutons activement sur les prochains mois. Donc avis aux amateurs, et notamment ceux qui habitent à Nîmes, il y a du recrutement dans l'air. Donc qu'est-ce qui vous rend singulier, et donc qu'est-ce qui rend plutôt votre technologie singulière et différente des autres ? Notre technologie permet de monétiser n'importe quelle borne de recharge, mais aussi point de charge. Donc un point de charge, ça peut être une prise de courant lambda que vous pouvez retrouver n'importe où. Nous avons un module qui permet de la connecter et de la superviser, de la monétiser. Mais aussi, nous avons des solutions de smart charging qui permettent de lisser la recharge de plusieurs bornes de recharge sur un seul et même point de livraison électrique. Alors expliquez-moi le fonctionnement de vos prises connectées, ça m'intéresse. Bien sûr. Donc nous avons un module qui permet, grâce au protocole OCPP, qui est le protocole européen de la recharge de véhicules électriques, de pouvoir connecter n'importe quelle prise qui existe. Ça permet essentiellement aux collaborateurs des entreprises de pouvoir se recharger avec un module à moins de 100 € à domicile leur véhicule de fonction ou de service et de se faire rembourser les recharges des véhicules, des recharges effectuées à domicile directement à son employeur, et ceci à prix coûtant. Et j'ai vu que vous aviez une application, LoadMotion. Quelle est-elle ? À quoi sert-elle plutôt ? Alors LoadMotion, c'est une suite logicielle à 360 degrés tournée autour de la mobilité électrique. Elle permet aux opérateurs de monétiser, de superviser, de faire de la maintenance prédictive et d'agir directement sur les bornes à distance de manière interopérable avec plus de 90 marques de bornes de recharge. Quels sont vos cas d'usage les plus complexes ? Alors nous avons des cas d'usage liés notamment au smart charging, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais aussi des cas d'usage autour de la mobilité de poids lourds, avec des charges à très forte puissance, et multisites. Ah, multisites. Ah oui, donc ça veut dire qu'en fait, vous développez vraiment énormément autour de ces sujets-là. Tout à fait. Donc la mobilité multisite, aujourd'hui, prend de plus en plus d'ampleur, notamment avec beaucoup d'entreprises qui ont des sites de partout en France et de plus en plus de véhicules électriques ou de camions poids lourds à recharger. Et donc il faut qu'on accompagne au quotidien. Et comment votre solution réduit-elle l'empreinte carbone des entreprises ? Alors nous suivons bien évidemment les recharges effectuées par les entreprises sur l'ensemble de leur parc de véhicules, et nous sommes capables aujourd'hui assez facilement de pouvoir récupérer la donnée et le nombre de CO2 économisé grâce à cette dynamique de la mobilité électrique. Et vous avez une approche de l'éco-conception dans votre entreprise, quelle est-elle ? Alors tous nos produits, notre logiciel, nos développeurs, notre donnée, tout est hébergé et structuré en France. C'est un point d'honneur qu'on s'est donné, puisque c'est de la donnée très sensible, puisque c'est de la donnée de toutes les recharges qui sont effectuées par des collaborateurs, par des utilisateurs publics, sur des données et sur des bornes de recharge souvent publiques en voirie. Donc vraiment de la donnée très sensible, et tout est fait en France et hébergé en France. Est-ce que vous avez évalué l'impact global de vos installations ou pas du tout ? Alors nous, on a un impact très favorable puisqu'on agit vraiment sur la mobilité électrique et sur l'évolution verte, on va dire, de la nouvelle énergie. Et donc c'est important dans cet écosystème d'avoir des entreprises start-up dynamiques qui vont satisfaire toutes les entreprises qui veulent vraiment passer ce cap.
Merci infiniment, cher Virgile Arène, président de Load Stations, porteur d'une solution complète de bornes de recharge pour véhicules électriques. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 12h30 sur Sud Radio pour un nouvel épisode, bien sûr, de La Planète Demain, l'émission qui donne la parole aux acteurs de l'écologie positive et raisonnée. En attendant, vous pouvez m'écrire par mail à c.debien@laplanetedemain.com. À dimanche prochain sur Sud Radio, bien sûr. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debien.